Bonsoir à tous, 20h passées des 6 minutes. Merci de rester câblé sur TV+, pour le meilleur de l'actualité. Au titre, les titres de ce journal. Admissible en 2021 à un concours d'entrée à la gendarmerie nationale dans le cadre d'un recrutement des élèves sous-officiers pour le cycle 2021-2022, les candidats écartés pour critères d'âge manifestent leur mécontentement. Vous aurez plus de détails en entame de ce journal. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme. C'est l'objectif visé par l'Organisation mondiale de la santé d'ici à l'horizon 2030. Un nouveau vaccin a été mis en place pour mettre fin à cette maladie. Vous le verrez. Sport football, Brice Kouélé, coach de Lyon, pour cause d'insuffisance des résultats. Le staff technique et les dirigeants du club oyémois s'expliquent. Front social en ouverture de cette édition d'information, montée au créneau cet après-midi au rond-point de la Cité de la démocratie de certains candidats admissibles au concours de gendarmerie dans le cadre d'un recrutement des élèves sous-officiers de ce corps de défense. Après l'annonce du commandant en chef de gendarmerie nationale le 4 avril dernier, ils ont été démis pour faute de limite d'âge. Ils ont manifesté leur mécontentement. Plus de précisions dans ce reportage signé de Ruth Matsanga. Les jeunes de la seconde vague du concours des gendarmeries sont mécontents. Pour cause, ils seraient victimes d'une injustice du commandement de la gendarmerie nationale pour critères d'âge, pourtant admis 2 ans avant. Il s'agit d'une injustice flagrante qui a été orchestrée par on le sait, parce que nous, tous ici présents, avons validé le concours de la gendarmerie session 2020, catégorie sous-officier. Nous sommes vraiment étonnés que 3 ans plus tard, donc en 2023, la gendarmerie nationale, par le canal d'un communiqué de presse le 3 avril 2023, stipule que nous ayons, parce que logiquement il y a une limite d'âge qui est à 25 ans. On a passé tous le concours ici en 2020. Nous avions tous 25 ans ou moins. Nous remplissions donc tous les différents critères énoncés par l'administration concernés. Maintenant, aujourd'hui, on nous fait comprendre que nous ne pouvions plus intégrer la gendarmerie nationale par la seconde vague parce que nous ne répondons plus aux critères. Face à cette situation, ils attendent une réaction du gouvernement. Mais que le gouvernement réagisse. C'est la jeunesse, c'est eux qui prennent, ils prennent des décisions. Ils prônent pour l'égalité des chances, ils prônent pour l'épanouissement de la jeunesse gabonaise, mais ils ne peuvent pas prôner ces choses-là et encore aujourd'hui nous mettre dans ce genre de situation. Pour ces jeunes, leurs rêves ont été brisés. Nous avons laissé nos études, nous avons laissé certaines choses, nos travail. On a laissé notre travail, certains de nous travaillaient derrière quelque part. On a laissé ça parce qu'on se disait que voilà, on a gagné la gendarmerie, voilà, voilà. Nous partons pour le travail. Nous avons laissé tout derrière. Au moment où l'on parle de la lutte contre le chômage et de justice sociale, ne va-t-on pas vers la fabrication d'une nouvelle vague des chômeurs et des frustrés gabonais? Abordons à présent la question du sempiternel problème de pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, notamment au quartier Bessu dans le 2e arrondissement de Libreville, où le précieux liquide se fait rare depuis bientôt 6 mois. De précision avec Lorraine Biengue. La Société d'énergie d'eau et du Gabon, SEEG, a du mal à alimenter en eau le quartier Bessu pour des raisons encore inconnues jusqu'à ce jour. De ce fait, les habitants de ce quartier sont soumis à chaque fin du mois à payer des factures d'eau sans avoir accès à ce trésor bleu. Moi, j'ai réclamé ça plusieurs fois là-bas, qu'on n'a pas de l'eau. Mais eux-mêmes, personne qui vient là, sauf pour prendre le compteur, s'il y a de l'eau ou non. On parle avec eux, ils disent « Oh, c'est pas mon travail ». Cette difficulté d'accès à ce précieux liquide amène de multiples personnes à user de stratagèmes. Vous savez, nous sommes obligés de nous livrer à une certaine gymnastique quotidienne, c'est-à-dire que nous guettons lorsque les pluies arrivent. On essaie un peu de remplir les récipients que vous avez vus derrière la maison pour ne pas manquer d'eau, afin d'être un peu approvisionné. Pour l'eau potable, nous sommes obligés parfois de payer les bidons à Kewa, puisque vous savez que l'eau de pluie n'est pas très recommandée pour être consommée. Face à cette situation plus que difficile, les habitants de Bessu invitent les autorités à prendre leurs responsabilités. L'histoire de l'eau, c'est trop. Nous sommes dans un pays plein de l'eau. Toujours il y a le coupure de l'eau. Pardon, cherchez-nous une solution parce qu'on ne peut pas
rester comme ça. Le quartier Bessu, à l'instar de plusieurs autres, souffre d'un manque criard d'eau, une situation qui vient contraster avec le potentiel hydraulique très élevé du Gabon. Au chapitre santé de cette édition d'information, c'est aujourd'hui la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Plus de 95% de cas de paludisme sont dans les régions africaines. L'OMS met tout en œuvre pour éradiquer cette maladie d'ici à l'horizon 2030. Les raisons de cette célébration dans ce reportage de Chimène Nido. Des efforts restent encore à faire dans la lutte contre le paludisme au Gabon. Entre insuffisance de financement pour mener à bien le combat contre cette maladie endémique et la survenue du coronavirus, le pays n'a pas pu maintenir ses efforts. Le paludisme constitue la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. À titre d'exemple, en 2021, le paludisme a tué plus de 161 000 personnes en Afrique. Et cela ne constitue que la partie visible de l'iceberg. Parce que nous savons que la COVID-19 avait polarisé les efforts et que les données qui ont été récoltées ne constituent que la partie visible de l'iceberg. L'augmentation des cas de paludisme et le retour de cette maladie dans certaines zones prend en compte plusieurs facteurs. Les enjeux environnementaux et le réchauffement climatique qui fait en sorte que le paludisme est de plus en plus de retour dans les zones où il avait été jadis. Lors de sa prise de parole, Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé et des Affaires sociales, a insisté sur la trilogie décrétée par l'OMS, investir, innover et mettre en œuvre. L'investissement dans la lutte contre le paludisme au niveau du gouvernement se matérialise par un certain nombre d'activités que le programme de lutte contre le paludisme mène pour protéger aussi bien l'enfant de moins de 5 ans, que la femme enceinte. L'innovation pour cette année, c'est le partenariat qui va être établi avec les pharmacies privées pour que le dépistage du paludisme puisse se faire dans les pharmacies privées. Parce que nous avons observé le comportement de la population et nous nous rendons compte que la population va directement, en cas de fièvre, dans les pharmacies privées pour acheter les médicaments contre le paludisme. Agir. Oui, nous devons agir. Nous devons avoir un programme qui est plus proche de la population, comme nous l'indique le Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Guillemizé. Faire preuve de pragmatisme et faire preuve de proximité. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion de souligner la nécessité d'investissements continus et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette pathologie. Alors que le monde entier se mobilise pour lutter contre le paludisme au Gabon, on est tenté de se demander à quel moment est-on pris en charge. Des précisions dans ce reportage de Chimène Nido. La prise en charge du paludisme se passe en milieu hospitalier. Lorsque le patient remarque les premiers symptômes, notamment la fièvre, les courbatures, mal de dos et autres, il est important de se rendre dans la structure sanitaire la plus proche pour une consultation préalable. Dans la structure sanitaire, il va y avoir un diagnostic qui va être posé. Ce diagnostic est fait principalement par la goutte épaisse, mais également par les tests diagnostiques rapides. Une fois les résultats sont obtenus et que le paludisme est confirmé, le patient va prendre un traitement, parce que là nous sommes encore dans le cadre d'un paludisme simple, son traitement qui ne nécessite pas forcément d'avoir une hospitalisation. Et ce traitement, il est pris sur 3 jours. Ce sont des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et au bout de 3 jours, normalement, le patient va retrouver toutes ses facultés et sa santé. Outre le paludisme simple, il y a le paludisme grave avec des symptômes tels que les convulsions et autres. À ce moment-là, également, il y a des traitements qui sont adaptés au niveau des structures hospitalières. Le patient va être pris soit en perfusion ou directement, il va pouvoir recevoir ce traitement qui va normalement également apporter une cure médicale et le patient sera guéri. On note beaucoup d'avancées en termes de prise en charge et de traitement du paludisme avec le soutien à 80% de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et 100% pour les femmes enceintes.
L'RTS-2S, c'est le nouveau vaccin mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter efficacement contre le paludisme à travers plusieurs régions dans le monde. Un vaccin qui suscite déjà de l'espoir. Pour en savoir plus, Dorcelia Pendi nous conduit au centre hospitalier Mère et Enfants. La célébration de la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été le moyen d'évoquer les avancées faites dans le domaine de la recherche en matière de lutte contre le paludisme. Parmi ces avancées figure un vaccin appelé RTS-2S, une innovation dans la lutte contre cette maladie qui compte en Afrique 94% de cas mondiaux. Si bien il y a cette information qui est nouvelle, c'est-à-dire la mise sur le marché des médicaments contre le paludisme d'un nouveau vaccin RTS-2S qui vient d'être expérimenté pour la première fois au Ghana. C'est pour dire que ce vaccin, il porte ses fruits aujourd'hui. Le RTS-2S sonne comme un nouvel espoir de prévention contre cette épidémie, qui est la première cause d'hospitalisation et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il faut dire que c'est un vaccin qui est administré aux enfants de 0 à 1 an. Et que ce vaccin a fait ses preuves, vu sa vulgarisation, vu son accréditation par l'OMS. Le Gabon, pour sa part, œuvre tant bien que mal à mettre à la disposition des patients des vaccins et des médicaments contre le paludisme afin de contribuer efficacement et d'atteindre l'objectif zéro palu en 2030. Nous restons au chapitre santé pour parler cette fois-ci de la cérémonie officielle du nouveau carnet de santé mère-enfant qui a été mis en place ce matin à l'occasion d'une cérémonie officielle. Chimène Indon était sur place. Elle nous en parle dans ce journal. Regardons. C'est presque de l'inédit. Le Gabon est le premier pays au monde à mettre en place le carnet de santé unique mère-enfant. Ce document essentiel pour le bon suivi de la grossesse et de la croissance des enfants a été mis en place avec le soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'Agence française de développement. Il me plaît de vous rappeler qu'un cérémonial similaire à celui qui nous réunit aujourd'hui s'est déroulé le 20 mars 2013 au Palais du Sénat à Libreville à l'occasion du lancement officiel du carnet mère-enfant, imprimé à l'époque à 50 000 exemplaires. La quantité de carnets mis à disposition à l'époque permettait de couvrir les besoins nationaux pour 2 ans. Il nous a paru opportun de faire appel à ces agréables souvenirs sur le chemin déjà parcouru ensemble pour mieux apprécier le lancement officiel du carnet de santé national mère-enfant aujourd'hui. La décision de mettre en place ce document va d'un constat. Dans nos évaluations, beaucoup de carnets qui circulaient sur le territoire national. Et nous avons été instruits pour que seul un carnet unique soit utilisé au Gabon. Et donc, suivant les instructions de M. le ministre de la Santé, et ce que l'enquête sur l'utilisation du carnet a donné, nous avons vu les prestataires qui disaient que le carnet avait un petit format. Outre le suivi de la grossesse et de la croissance des enfants, il y a également des informations concernant l'alimentation des nourrissons, l'essentiel sur certaines maladies telles que le paludisme et le VIH-Sida. L'actualité à présent à l'intérieur du pays, à Oyem, dans la province du Wellington, la Société de travaux de l'aménagement des espaces publics a procédé à la destruction de la place de fête de la capitale provinciale, une instruction du ministère des Travaux publics qui vise à donner un autre visage à cet espace alors que la ville s'apprête à accueillir dans quelques semaines seulement le chef de l'État gabonais. De précision dans ce récit signé Maya Media sous les images de notre correspondant Curtis Nzeoba. Le maire Abesselu Mungue, qui avait initié les travaux d'embellissement de cette place des fêtes, a assisté, en poussant les mains aux hanches, à la destruction de l'investissement. À la place, une maquette présente le futur investissement des autorités. Seulement une question demeure, celle de savoir si ce projet d'envergure va-t-il réellement prendre forme. Il y a de cela quelque temps, ce site avait pour vocation d'abriter les manifestations culturelles, sociétales et de participer à l'embellissement de la capitale provinciale.
La présence de la présidence de la République, l'antenne de la contre-ingérence et de la sécurité militaire a donné une coloration particulière à cette action qui suscite les interrogations dans le but de comprendre l'action posée par les gouvernants. Les Oyemois se posent des questions sur les réelles ambitions de la destruction de ce bien public, car une chose est de détruire et l'autre est de reconstruire, au vu des éléments blancs que regorge notre pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous restons à OIM pour parler du limogeage de Brice Nkwele, coach de l'Union sportive d'OIM pour faute de résultats insuffisants. Les dirigeants ont précisément voulu apporter plus d'éclairage pour faire face justement à cet amalgame qui prévaut dans ce club oyemois. Des précisions dans ce reportage de Jeremy Goma. Après le limogeage de Brice Nkwele il y a quelques jours, l'Union sportive d'OIM vient de trouver son remplaçant. Et c'est un ancien de la maison, il s'agit de Pascal Kossi. Le grand amour entre Claude Pascal Kossi et l'Union sportive d'OIM n'est pas près de finir. Le technicien gabonais revient au club moins de quelques jours après le licenciement de son prédécesseur Brice Nkwele, limogé pour insuffisance de résultats. L'Union sportive d'OIM est dernier du championnat national de première division, peu après 14 journées de championnat. Celui-ci pense que le problème a toujours été du point de vue organisationnel du club. Il était temps que le fait de trop couvrir les dirigeants, plus précisément le président, qui n'a cessé de faire des gaffes. Je vous assure qu'il a cessé de faire des gaffes. Je vais certainement dire un certain nombre de choses. Je vais m'abstenir à autre chose qui risque d'amener au chaos à l'équipe. La situation qui est arrivée aux joueurs aujourd'hui, c'est que les joueurs sont mal en point. Les joueurs ne vivent pas bien, les joueurs ne dorment pas bien, les joueurs ne mangent pas, les joueurs ne sont pas à l'aise, les joueurs ne sont pas payés. Et dans mon entendement, j'ai même dû fabriquer de moi-même en tant qu'enfant du village, je me suis dit, fabriquer ce qu'on appelle le matériel d'entraînement. Afin de réagir face aux propos de Brice Nkwele, un membre du comité directeur du club pense que le coach doit se concentrer sur le terrain car la hiérarchie a sa tâche à elle. Nous avions un défi à relever, c'était maintenir le club en D1. Mais à la vie où vont les choses, nous ne pouvons pas continuer avec lui et nous avions besoin d'un nouveau vent. C'est la raison pour laquelle nous avons contacté le coach Kossi, Pascal, qui a bien accepté de vouloir relever ce défi-là. Et notre objectif premier, c'est de maintenir Uzo en première division. C'est notre objectif premier. Et pour cela, nous sommes prêts à la condition de vie des joueurs incombe. La responsabilité de ces conditions de vie-là incombe aux dirigeants. Le coach Brice, il est censé s'occuper de tout ce qui se passe sur le terrain. Et la rumeur court que les joueurs du zoo sont très mal logés. C'est une aberration, c'est une fausseté. Son retour à l'Union sportive d'OIM est vu d'un bon œil, lui qui avait failli qualifier le club oyemois pour les playoffs la saison écoulée. Son départ en fin de saison dernière était une incompréhension pour les nombreux supporters du club de la capitale provinciale du Haut-Lentem. Aujourd'hui, Claude Pascal Kossi a pour mission de sauver l'Union sportive d'OIM de la relégation. Une tâche qui ne sera pas facile, mais les dirigeants du club l'ont recruté car, pour eux, ce dernier remplit toutes les conditions. Toujours en sport et nous restons dans le septentrion, c'est au nord du Gabon, à OIM, pour parler de la 5e journée du championnat national de première division chez les dames. L'Atlético Akanda a été mal accueilli dans la province par l'Union sportive de Bitam, un accueil mal pris par les Akandais. Des précisions dans ce reportage de Jeremy Goma. Nous avons assisté à un fait inédit et pas des moindres au stade Gaston Péril de Bitam le week-end dernier lors de la réception du club Atlético Akanda pour le compte de la 5e journée du championnat national de football féminin dans le groupe B. Les joueuses et le staff technique ont été empêchés d'accéder au stade. Selon certaines sources, ces derniers auraient tenté d'y accéder par une voie interdite d'accès, ce qui a provoqué des tensions entre visiteurs et locaux.
les supporters de l'Union sportive de Bitam ont agi par violence afin d'empêcher les adversaires de rentrer. Face à une situation plutôt liée à la superstition, les joueuses du club akandais n'ont pas voulu passer par la voie réglementaire, c'est-à-dire la voie principale. Après cette situation déplorable, la direction de l'Atlético Akanda va saisir les autorités compétentes afin de porter plainte contre l'Union sportive de Bitam. Retour à Libreville pour parler du tournoi de l'échec. La cérémonie a accueilli environ une cinquantaine de participants dans une structure hôtelière de la place. Dorcelia Pendi était sur les lieux. Le plaisir de plusieurs d'entre eux. Déjà, c'est une activité sportive qui est bénéfique pour l'être humain. C'est pas seulement pour les enfants, mais c'est également pour les adultes. Donc, vraiment, au départ, quand on était rentré, c'est vrai, c'était difficile de développer. C'est vrai que nous avons eu le concours de 2 séries, qui est notamment une sur Netflix qui s'appelait The Queen Gambit, et l'autre film, c'était le Queen of Poitiers. Pour les organisateurs, il y a plusieurs défis à relever, notamment la vulgarisation et la valorisation de ce jeu d'ouverture d'esprit dans l'optique de rivaliser avec des disciplines sportives très connues. Nous voulons faire en sorte que elle soit aussi connue, ou alors avoir plus d'adhérents même que le football, pourquoi pas. Et pour la 3e édition, pour la 4e édition, aujourd'hui, nous pensons que c'est une réussite parfaite parce que vu le nombre chaque année, nous enregistrons un peu plus de joueurs. Aujourd'hui, nous avons plus de 50, pratiquement 50 participants. C'est un record par rapport aux précédentes éditions. Cette compétition qui se déroule sur 7 jours prévoit pour le compte de cette année plusieurs lots à gagner, dont un prix spécial pour la meilleure féminine et des prix spéciaux pour les plus jeunes. Nous parlons toujours de ce tournoi de jeux d'échecs qui s'est déroulé dans une structure hôtelière de la capitale gabonaise, a réuni plusieurs catégories, aussi bien des petits et des grands. Maya Medza nous parle de ce sujet avec de plus amples détails, de précisions dans ce reportage. Ils sont venus nombreux d'ailleurs pour prendre part à ce grand tournoi de jeux d'échecs, qui en est à sa 4e édition. Les plus petits ne sont pas restés en marge de cet événement. Nathan Anguillet, qui le voyait au début comme un simple jeu, a fini par en faire une passion. C'est d'abord mon père qui m'a encouragé. Après, j'ai commencé à venir tout seul dans le jeu d'échecs. Donc ça m'a passionné et je me suis dit, mon père m'a inscrit à un club d'échecs et maintenant je passe au tournoi. Donc c'était ma chance aujourd'hui, mais on m'a quand même fait échecs et maths. Mais la prochaine fois, je vais gagner. Chaque enfant a vécu une expérience très particulière qui a fini par faire de lui un adepte de ce jeu d'échecs. Au regard de l'intérêt porté à ce jeu, les petits bouts seront en mesure de rivaliser dans un futur proche avec leurs aînés. Depuis que ma soeur et moi étions petits, on nous a acheté un jeu d'échecs. Et depuis là, j'ai essayé de m'entraîner. Et j'ai vu que ma passion, c'était les échecs. Les résultats des études sur le jeu d'échecs sont spectaculaires. En particulier, il a été montré que les enfants ayant suivi des cours d'échecs pendant 2 ans augmentent leur capacité de concentration de 50%, leur capacité de mémorisation de 22%, leur capacité de résolution de problèmes de 32% par rapport aux autres enfants. L'actualité hors de nos frontières à présent, la crise qui prévaut au Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré soutenir la République arabe sahraoui dans sa lutte de l'autodétermination. Une déclaration qui agace le Maroc dans la souveraineté sur ces territoires qui a été reconnue par l'administration américaine. Le récit est signé de Ralph Lenyongo. Dernière colonie présente en Afrique, lutte pour la liberté. Difficile d'envisager meilleure provocation que celle réalisée par l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa a récemment assuré le soutien sans état d'âme de son gouvernement à la République arabe sahraoui autoproclamée et soutenue à son tour par l'Algérie.
Aussi le 13 janvier dernier, Zweli Velil Mandla Mandela, petit-fils de Nelson Mandela lors de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2023, s'est livré à une charge contre le Maroc et a appelé à la lutte pour la libération du Sahara occidental. Un double affront pour le Maroc, alors détenteur du titre, qui avait finalement renoncé à prendre part à la compétition. Toutefois, en 2020, l'ancien président américain Donald Trump avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Avec l'accession de Joe Biden au pouvoir, les indépendantistes sahraouis espéraient que la nouvelle administration américaine revienne sur cette décision. Mais au contraire, les États-Unis ont confirmé qu'ils reconnaissaient bien la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il est à préciser que ce conflit éclate à la suite du retrait de l'Espagne du Sahara occidental. Elle était convenue de céder au Maroc et à la Mauritanie lors des accords de Madrid. Le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui qui avait lutté contre l'occupation espagnole, se retourne ainsi contre le Maroc, qui a également lutté contre l'occupant depuis son indépendance en 1956, et la Mauritanie avec le soutien de l'Algérie et la Libye. En 1979, le Front Polisario contraint la Mauritanie à accepter un accord de paix. Le Maroc et le Polisario, soutenus par l'Algérie, signent un accord de cessez-le-feu en 1991, préalable à un référendum d'autodétermination qui n'a toujours pas eu lieu. Le Maroc contrôle 80% du territoire du Sahara occidental, tandis que le Polisario contrôle les 20% restants. Ce conflit a causé la mort de plus de 16 000 personnes. Cap au Soudan à présent, un cessez-le-feu de 72 heures a été conclu entre les belligérants sous l'égide des États-Unis, qui est globalement respecté depuis ce mardi à Khartoum, tandis que les pays étrangers intensifient leurs efforts pour évacuer leurs ressortissants de ce pays d'Afrique du Nord, est en proie à un chaos. 10 jours après le début des combats qui ont fait des centaines de morts, les explosions et les tirs se font rares à Khartoum depuis la mi-journée. Mais comme chaque annonce de cessation temporaire des hostilités, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée du général rival Abdel Fattah al-Dourran se sont mutuellement accusés de violer la trêve. Écoutons à présent le représentant de l'OMS au Soudan. Le laboratoire est occupé par l'une des parties combattantes et ils ont chassé tous les techniciens du laboratoire qui est maintenant et complètement sous le contrôle d'une partie combattante et sert de base militaire. C'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des échantillons de polio dans le laboratoire, des échantillons de rougeole, de choléra. L'occupation du laboratoire central de santé publique de Khartoum par l'une des parties combattantes présente donc un risque biologique énorme. Nous poursuivons cette édition d'information, toujours dans le cadre de l'actualité politique. L'Union africaine, face aux nombreux conflits qui caractérisent le continent africain, semble souffrir d'une certaine incapacité à peser de tout son poids pour non seulement pacifier les pays en crise, mais également à pouvoir promouvoir le jeu démocratique sur le continent. Quelles sont les insuffisances de cette organisation supra-étatique? Pourquoi l'Union africaine tarde-t-elle à rayonner véritablement? Suivons cette analyse d'Alexandre Mbamdo. Créé le 9 juin 2002 à Durban en Afrique du Sud suite à une décision prise en septembre 1999 par l'organisation première de l'UA de mettre en place une nouvelle organisation continentale à effet de consolider ses acquis, l'Union africaine tarde véritablement à jouer son rôle dans les conflits armés sur le continent noir. En effet, l'UA souffre d'une compétence supranationale très restreinte. Elle ne fait pas l'unanimité au sein des États membres sur une potentielle représentation internationale commune. On a pu par exemple entendre plusieurs sons de cloche en réponse à l'offensive militaire en Libye. Ainsi, de la République démocratique du Congo au Soudan, en passant par la République centrafricaine, l'Union africaine semble limitée dans sa capacité d'interposition. Absence d'une véritable armée, insuffisance des contributions statutaires, absence d'un réel leadership en management des conflits,
Autant de mots qui font de l'UA la grande muette. La situation conflictuelle actuelle du Soudan vient trahir l'impuissance de l'organisation dont Moussa Faki Mahamat a la charge. Le conflit qui a éclaté au Soudan le week-end dernier sape les acquis démocratiques du continent ainsi que l'agenda de l'Union africaine visant à faire taire les armes en Afrique. Le conflit au Soudan et dans d'autres parties du continent ont pour effet de freiner les avancées de l'Afrique en matière de démocratie. L'agenda pacifique et démocratique de l'Union africaine est loin d'être aisé au regard du désir de certains dirigeants africains de conduire des crises lorsqu'ils sont renversés ou que les masses se soulèvent contre eux du fait qu'ils ne respectent pas leur mandat en s'accrochant au pouvoir jusqu'à en arriver à fonder des dynasties. La réussite de l'Union africaine passe inéluctablement par un changement de paradigme des dirigeants et des peuples. Celui-ci implique donc la recherche de la démocratie, la bonne gouvernance et la recherche de l'émancipation face à l'hégémonie occidentale. En Afrique, plusieurs pays constituent le foyer des conflits interminables causés par des facteurs multiples et divers. L'on se demande aujourd'hui quel est le rôle, l'implication de l'Union africaine pour la résolution des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Pour en parler sur ce plateau, Alexandre Baondo du Dex Politique de la rédaction de TV+. Alexandre Baondo, bonsoir. Bonsoir Jean-Lucas. Alors avec vous, nous abordons justement la situation de crise diverses qui prévaut dans plusieurs pays d'Afrique aujourd'hui. Peut-on dire que l'Union africaine joue véritablement son rôle de pacificateur au regard de tous ces conflits justement qui prévalent dans plusieurs pays d'Afrique? Vous faites bien de le mentionner, Jack. Lorsqu'on regarde la configuration politique de l'Afrique, on se rend compte de l'incapacité de cet organe supra-étatique à véritablement jouer son jeu. Il y a la guerre en RDC, il y a la guerre au Soudan, il y a la guerre en Ouganda, autant d'éléments qui amènent à penser que cette organisation a du pain sur la planche. Au-delà de cet aspect, nous voyons cette incapacité pour l'UA à véritablement, comment dirais-je, à réagir. Je prendrai un exemple simple. Nous assistons au conflit au niveau du Soudan. En un laps de temps, on a vu comment les pays occidentaux ont pu exfiltrer leurs concitoyens, leurs agents diplomatiques. Malheureusement, l'Union africaine fait dans la grande muette, l'Union africaine fait dans le mort. Autant d'éléments qui laissent à penser que l'action de cette organisation africaine laisse à désirer. Mais qu'est-ce qui démontre, sinon qu'est-ce qui explique aujourd'hui les insuffisances, sinon les limites de l'organisation de l'Union africaine? Une des principales limites, Jack, on parlerait par exemple de l'absence d'une véritable armée d'interposition à l'instar de l'OTAN, qui d'une certaine manière, lorsqu'il y a des conflits au niveau de l'Occident, essaye un peu de jouer le rôle de tampon, contrairement à l'Afrique où il n'y a pas une véritable armée. Au-delà de cela, il y a l'absence de financement. Les pays africains ont du mal véritablement à financer l'organisation supra-étatique. Un des exemples, c'est que l'Union africaine, d'une certaine manière, dépend de l'Union européenne. Et nous savons, là, dans la tradition africaine, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est-à-dire que nous ne bénéficions pas, les pays africains ne bénéficient pas d'une véritable autonomie en termes de décision, en termes d'action pour effectivement apaiser la situation au niveau du continent. Et au-delà de ça, nous avons aussi ce manque de culture démocratique. Parce que nous constatons qu'un certain nombre d'hommes politiques, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils veulent s'éterniser. Et lorsque le peuple se soulève pour dire que non, monsieur, vous avez un mandat ou bien vous ne faites pas dans la bonne gouvernance, vous allez libérer le pouvoir, ce dernier est obligé de faire dans le conflit. Ce qui fait en sorte que l'Union africaine a du mal à se déployer dans toute l'Afrique. On ne peut pas, cela, en d'autres termes, cela réduit normalement la force même de l'Union africaine. On ne peut pas en même temps vouloir apaiser la situation en RDC, en même temps apaiser la situation au Soudan, apaiser la situation au Mali, ainsi de suite. Autant de facteurs qui font en sorte que l'action de l'Union africaine ne soit pas aisée. Et quelles sont les solutions finalement pour permettre justement à cette organisation de pouvoir se déployer en toute transparence avec beaucoup d'aisance sur le territoire africain?
l'une des premières exigences, comme je le disais tantôt, c'est la mise en place d'une véritable armée qui va servir d'interposition lorsqu'il y a conflit. En dehors de cela, il faut financer l'Union africaine. Qui devrait financer l'Union africaine? Les Africains eux-mêmes, parce qu'il faut le dire, il faut s'émanciper normalement de l'hégémonie occidentale. Parce qu'à chaque fois que les pays africains courent vers l'Occident, ils dépendent d'une certaine manière, ils subissent d'une certaine manière leur dictat. Donc, il faut s'émanciper. Il faudrait que les pays africains trouvent des voies et moyens pour pouvoir financer leur propre organisation. Et comment cette union-là peut-elle se désolidariser, sinon s'émanciper de ces pays, on va dire, de l'Occident aujourd'hui? C'est d'abord par la culture de la démocratie, la bonne gouvernance, en fait, tous ces points qui peuvent faire en sorte que l'Afrique connaisse un véritable développement. Tant que, il faut le dire, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais il faut le dire, tant que les pays africains vont dépendre de l'Occident, nous allons subir le dictat de l'Occident. Et je vous laissez-moi vous dire que la situation conflictuelle, tant que l'Afrique est en conflit, cela sourit quelque part à certaines mémoires que je ne pourrais pas prononcer ici. Merci Alexandre Mbando pour avoir répondu à ces quelques questions, pour nous éclairer sur le conflit justement qui prévaut dans plusieurs pays du continent africain. L'organisation de l'Union africaine a du mal à se déployer. Les raisons, vous les avez découvertes tout à l'heure avec Alexandre Mbando. Voilà, nous mettons un terme aussi à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Excellent programme sur TV+. Au revoir. C'est que tu vois en rouge. Oui.